la formation, elle est adaptée à chaque matière Du et à primaire, chaque niveau. du primaire de la maternelle. Oui, La classe adaptative, elle fonctionne de la maternelle au BTS oui. Mais et dans toutes les matières. Alors, et toutes donc, les quand matières, tu suis, on toi, enlève. la formation que tu suis, elle est un peu ciblée. Et il y a la partie qui est générale, une partie générale qui est complètement commune à toutes les matières sur comment on s'organise. Alors après, c'est un peu ciblé, collège, lycée, primaire, c'est un peu un écosystème un peu différent. Mais donc, il y a toute une partie qui est générale. Et après, il y a juste les documents qu'on va utiliser qui sont disciplinaires. Mais la façon de faire, elle est identique dans l'ensemble des matières. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... c'est quand même assez différent suivant les niveaux, suivant ce que tu veux faire passer. Les niveaux ou les matières? Le collège les matières ou sans le doute, lycée? mais surtout après, oui, est-ce que tu veux faire passer un apprentissage de connaissances ou est-ce que tu veux essayer de faire passer des méthodes de résolution de problèmes À tous les niveaux, on fait travailler nos élèves sur ces 3 étages-là. Les tâches connaissances, il y a vraiment les savoirs. Ensuite, il y a les techniques, les savoir-faire. Et ensuite, il y a les tâches complexes, c'est-à-dire que les savoir-faire, les techniques, les pratiques qu'on a utilisées, on est capable ensuite de les adapter à n'importe quelle situation nouvelle qui se présente à nous. Donc, tout ce qu'on fait, mais dans toutes les matières et à tous les niveaux, depuis le primaire jusqu'au secondaire, on travaille ça sur ces 3 étages, ces 3 empilements. Et on commence toujours avec des savoirs, des connaissances, et ensuite on a les savoir-faire, les techniques, et là on développe des automatismes pour que les élèves puissent utiliser ces connaissances, mais de façon répétitive, automatique, toujours la même façon, de façon à ce qu'il n'ait plus besoin d'y réfléchir pour les utiliser. Et une fois qu'ils ont ces automatismes, eh bien, ils peuvent utiliser les connaissances et ces automatismes dans des situations complètement nouvelles. Donc dans des situations où ils vont se retrouver avec un questionnement qui sera différent de celui qu'on a utilisé dans le cours, mais ils vont réutiliser tout ce qu'ils ont appris avant. Et cette façon-là de programmer, d'organiser les apprentissages, elle est commune à toutes les matières et elle est commune à tous les niveaux de la maternelle aux études supérieures. Donc c'est une classe adaptative qui est adaptative à tout. Bon, il n'empêche que le prof dans sa matière, il faut qu'il adapte ça à sa matière, qu'il trouve qui précise le type d'exercice. Oui, dans chaque matière, on cherche d'abord quels sont les savoirs, le socle, ce qui paraît indispensable, essentiel, etc. Ensuite, on cherche aussi quelles sont les techniques, et donc c'est ce qu'on appelle les savoir-faire, c'est qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser suffisamment pour ensuite pouvoir... Donc ça, tu dis, le prof, il doit le chercher dans sa matière. Oui, il le cherche dans sa matière. Maintenant, il y a eu des profs dans la formation qui est proposée là, chez les profs heureux, il y a eu des profs dans quasiment toutes les matières. Donc, on a déjà quasiment tous réfléchi au savoir, au savoir-faire, aux tâches complexes qu'on va proposer. Le boulot, il est déjà fait. Il est déjà très, très, très avancé. C'est sûr que moi, quand je suis arrivée au départ, en SVT, il y avait quasiment rien. Et donc, c'est avec les quelques profs qui étaient là qu'on a mis en place. Bon, alors, c'est quoi les essentiels? Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir en 6e? Qu'est-ce qu'il faut absolument savoir en 5e? Et puis ensuite, quels sont... on a tout construit. Là, maintenant, ceux qui arrivent, ils ont déjà tout ce travail-là sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et ensuite, bien évidemment, ils le mettent à leur sauce.
mais ils peuvent faire les choses de façon beaucoup plus tranquille et posée que ce qu'on faisait les premiers qui sont arrivés, les premiers qui ont commencé la formation. Ils ont dû créer énormément de ressources. Là maintenant, on peut démarrer la formation avec les ressources qui existent, qu'on utilise telles que au démarrage, histoire de se mettre à peu près au point sur justement comment on fait de façon un peu théorique toute cette pédagogie un peu nouvelle. Et ensuite, on adapte et on met les documents à notre sauce. Oui, sans doute. Mais, oui. Après, non, mais il faudrait passer à l'action, quoi. Et passer à l'action, mais j'y suis passée à l'action justement. Oui. Et ce qui est absolument génial, c'est que de passer à l'action et de constater que cette technique fonctionne, constater que cette classe adaptative qui demande à complètement remettre en cause la façon traditionnelle d'enseigner. Ce que tu me décris sur l'enseignement simultané, on ne voit pas comment, quand on fait de l'enseignement simultané, comment on pourrait s'organiser pour mettre au point cette façon de progresser, de travailler. Donc là, effectivement, il y a un moment où tu te dis, bon, alors je ne comprends pas comment on peut faire, mais je vois des gens qui ont l'air de faire et qui ont l'air de dire que ça doit pouvoir marcher. Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je leur fais confiance? Est-ce que j'y crois? Moi, j'ai eu envie d'y croire. Je me suis dit, je veux essayer. En fait, c'est ça, j'ai eu envie d'essayer. Bon, ça marche très, très bien, génial. Ça marche pas, tant pis. Ça m'a vendu du rêve, Mais voilà, moi, le truc, c'est que j'ai essayé de le mettre en place. C'est une grosse remise en question sur toute ma façon de travailler, de réfléchir, de penser l'école et de penser ma pédagogie. Mais je vois que ça fonctionne. C'est trop beau, c'est génial. C'est absolument enthousiasmant de voir qu'on a des outils qui permettent de s'adapter à tous les élèves, qui permettent de s'adapter à tous les niveaux, qui permettent de tous les faire avancer. Ça, c'est le truc le plus gratifiant pour un prof. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas un élève sur le carreau. Alors, il y a quand même toujours quelques irréductibles qui vont avoir du mal, qui ne vont pas y rentrer, mais après tout cela, dans l'enseignement simultané, ils n'y seraient jamais allés non plus. Ils n'auraient jamais réussi à faire quoi que ce soit et à progresser. Mais là, on arrive quand même à en entraîner un nombre beaucoup plus conséquent. Chacun à son rythme, tranquillement, petit à petit. Et avec des apprentissages qui sont plus profonds, qui sont vraiment sur une mémoire à long terme et beaucoup plus ancrée que quand tu fais en simultané, tu fais ton chapitre, ton contrôle, puis tu passes à autre chose. Et là, tu te dis, effectivement, tu avais ce côté. Ce qui a été fait avant, ça a été validé. On peut l'oublier, l'élève peut complètement oublier ce qui a été fait avant, on n'y reviendra pas. Ça dépend des matières. Mais c'est quand même tellement dommage de cette façon de faire. Enfin, c'est pas satisfaisant. Oui. Sans doute, oui. Bon, mais après, il faut voir parce que, comment faire pour fractionner des savoirs comme ça. Bon, l'idée paraît très intéressante et après, il faut réussir à le faire, il faut... C'est là qu'il y a vraiment un moment où j'ai fait confiance dans la formation des profs heureux, j'ai fait confiance à la formatrice. Et je me suis dit, bon, elle a l'air d'être sûre d'elle, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, et je vais tenter le truc. Il faut être capable, à ce moment-là, de se remettre complètement en question. Il faut être capable, à ce moment-là, de dire, ok, je vais complètement changer ma façon de penser ma pédagogie, de penser ma relation aux élèves, de penser à ma place de prof au milieu de la classe,
où je ne suis plus le prof qui fait un cours et qui distribue le savoir, mais je mets à disposition du savoir et les élèves doivent venir le chercher. Et si les élèves ne se mettent pas en mouvement, je ne vais pas moi les chercher, c'est eux qui doivent venir. Enfin, on change complètement de posture. Les idées paraissent intéressantes. Bon, il faut tester. Oui, il faut tester. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et la première année... On ne change pas quand même de but en blanc sa façon de réagir. Je vois vraiment là la différence entre la première année où je l'ai mis en place et la troisième année où je suis maintenant. La première année où je l'ai mis en place, j'ai eu un nombre de mots de parents et d'élèves, enfin des tensions dans tous les coins, dans tous les côtés, et puis les collègues et l'administration au niveau au moment de mes notes et des conseils de classe et des trucs, et j'étais mal à l'aise. Enfin, c'est une situation où on n'est pas à l'aise. Le démarrage, il est pas confortable, parce que si on fait confiance et qu'on essaye d'y aller complètement, sans forcément avoir tout intégré, sans avoir forcément tout compris, le comment du pourquoi, on fait des impairs, on essaye d'expliquer trop de choses, on essaye de se justifier, mais si, attendez, regardez, ce que je vais faire, ça va être bien. Alors que plus on l'intègre, une fois qu'on a vu que ça fonctionnait, oui, je comprends. Plus les choses... Là, j'ai plus de messages de parents. Et pourtant, je fais la même chose que ce que j'ai commencé à mettre en place il y a 3 ans. J'ai plus de messages de parents. Ça veut bien dire que c'est... Ils acceptent tous. Ils l'acceptent ou j'arrive à le présenter de façon finalement tellement simple et normale. Je suis plus en train de dire... Attention, regardez, je fais un truc nouveau. Attention, regardez, j'installe une nouvelle technique. Vous n'avez jamais vu ça, ça va être super. Enfin, je suis plus en train de vendre mon truc. Je suis juste en train de faire mon cours avec ma façon qui est la mienne et qui est tout à fait normale. Et il n'y a plus de questions à se poser. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus de remise en question à recevoir et d'inquiétude, ou en tout cas plus de la même façon, où je me sens absolument plus agressée non plus par les remarques des parents. Je les écoute et je continue mon petit bonhomme de chemin. Parce que j'ai confiance, j'ai vu que ça fonctionnait. Ça pose un problème alors aux bons élèves, à leurs parents peut-être aussi, mais ça pose un problème aux bons élèves, tous ceux qui y vont au talent. C'est-à-dire tous ceux qui réussissent sans rien faire. Parce que dans ce que je mets en place, un élève qui ne progresse pas ne va pas avoir une note qui monte. Donc ils sont tous obligés de travailler. Et ça, finalement, ça force à travailler des élèves qui ont des facilités, pour qui habituellement tout roule, où il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et ces élèves-là, ils préfèrent en général avoir un chapitre, ils ont écouté, ils ont fait leur petit job, là, la veille du contrôle, ils révisent un petit coup et ils réussissent le contrôle. Très bien. Là, moi, je leur demande pendant tout le mois où on fait le chapitre de bosser et de me montrer le travail et de me montrer qu'ils progressent. Et donc, ces élèves-là, ils sont plus déstabilisés par cette façon de travailler-là que par la façon traditionnelle où on ne leur demande pas de montrer un travail régulier, important et des apprentissages importants. Ces élèves-là, ils n'aiment pas tellement parce que ça leur demande des efforts plus importants que ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Bon, après, ça leur apprend à travailler, donc je pense que c'est Oui, très, très, très intéressant parce que pour eux aussi. c'est des Mais élèves qui ont tendance à se casser la figure quand il à un certain niveau, quand ça marche plus tout seul, voilà. Mais ces élèves-là, ils sont éventuellement assez récalcitrants et critiques sur cette façon de procéder. Donc avec les parents qui sont derrière et qui sont aussi critiques sur la façon de procéder, parce que leurs enfants qui normalement sont brillants et réussissent très très bien, bah, moi s'ils ne m'ont pas montré un travail toutes les semaines régulièrement, bah, ils n'ont pas la moyenne. S'ils ne m'ont pas montré toutes les semaines de façon hyper régulière qu'ils avaient appris et fait un certain travail, ils n'ont pas la moyenne. Et ça peut leur poser problème. Parce que justement, je ne leur demande pas d'attendre la fin de la séquence, la fin du mois, avant de me montrer ce qu'ils ont appris. D'autant plus que tu ne leur demandes pas tous le même travail, hein, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes capacités. Et effectivement, comme ils avancent tous à leur rythme, bah, il y en a qui sont obligés d'avancer plus vite et plus haut et plus fort que les autres. Parce qu'à partir du moment où ils ont, ce que je montrais tout à l'heure, hein, quand le premier contrôle qu'ils ont fait dans l'année, il y en a qui vont avoir besoin de 6 mois pour le réussir, alors que d'autres vont l'avoir réussi tout de suite, au 1er septembre, enfin la première semaine, ils vont réussir le premier contrôle. Bah, ça veut dire que la semaine d'après, ou le mois d'après, ils en ont un nouveau. Donc il faut qu'ils avancent. Et puis s'ils veulent continuer à avancer et qu'ils le réussissent, ils en ont un nouveau. Donc il faut qu'ils avancent. Et donc ceux-là, ils sont obligés de tenir un rythme et de progresser et d'avancer de façon efficace. Alors que des élèves qui sont en difficulté, qui vont avoir besoin de 6 mois pour apprendre ce fameux premier truc que j'avais trouvé le plus important, que j'avais mis là au début de l'année comme étant vraiment un savoir absolument fondamental que je voulais qu'ils acquièrent absolument tous. Bon, bah, il a besoin de 6 mois pour l'acquérir, ok, mais au bout de 6 mois, il l'aura acquis et il pourra passer à autre chose. Donc, ils vont vraiment tous avancer à leur rythme. Ils vont vraiment tous avancer en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et en fonction des efforts qu'ils ont envie de faire. Parce que ce n'est pas seulement leur capacité, c'est aussi leur capacité à se mettre au travail. Et leur volonté à se mettre au travail, et leur compréhension du système, et leur autonomie, et parce que je leur demande de se prendre en main. Et donc il y en a certains qui vont se prendre en main tout de suite, très vite, très rapidement, et puis d'autres qui vont trouver que c'est quand même drôlement cool, un cours où bon, si on n'a pas besoin, si on ne me demande pas de travailler, on ne me demande pas de travailler, bon, ils en profitent. Hein. Mais après tout, bah, je leur dis, c'est ton choix. C'est toi qui vois, c'est toi qui adaptes, mais tu n'avances pas, donc tu n'as pas la moyenne, enfin voilà, tu ne me montres pas que tu apprends. Tu es responsable de ta note, tu es responsable de ce que tu fais. Je leur redonne vraiment la responsabilité. Donc non seulement il y a leur capacité intellectuelle à apprendre et à avancer plus ou moins vite, mais il y a aussi leur volonté, leur envie, leur motivation, leur niveau d'autonomie à chacun. Et leur motivation, c'était pas là derrière à presser, à forcer un peu les choses. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas beaucoup de volonté de... Enfin, c'est complètement normal. Un adolescent, il a envie de faire autre chose que de bosser et que d'apprendre. Donc oui, la motivation, il y en a plein qui n'ont pas la motivation. Mais en leur montrant, alors il faut y aller par petites touches, en leur montrant avec un tout petit exercice facile qu'ils arrivent à le faire, ils se disent « Ah ouais, ça peut prendre du temps, hein, mais... Ah, ça finalement j'arrive à le faire ». Et puis là, ils sont contents parce qu'ils ont réussi un truc. Donc, on va rajouter une toute petite couche. On augmente un tout petit peu la difficulté. Et petit à petit, en les valorisant, en leur montrant qu'ils arrivent à faire, ils finissent par avoir envie.
Oui, en montrant mais tous ça, les progrès de tous les autres de la classe. Ils finissent par voir qu'ils sont capables de faire quelque chose, qu'ils sont capables d'avancer. C'est hyper valorisant pour eux. Celui qui a mis 6 mois avant de réussir son premier contrôle que je mettais là au 1er septembre, celui-là, le jour où il réussit, j'aime mieux dire que c'est la classe entière qui l'applaudit. Je suis la première à lui dire « Waouh, 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 génial, champagne ». Bon, non, pas champagne, mais enfin, c'est la fête. Et la classe, je le dis à tous. Et là, tu vois la banane sur le visage de l'élève. Il est aux anges, il est ravi. Et tu as la classe entière qui l'applaudit parce qu'il a réussi un truc. Ben, évidemment, le coup d'après, il va essayer. Il va peut-être mettre du temps encore. Mais il va essayer parce que ça fait tellement de bien. C'était tellement agréable de se sentir valorisé. Surtout que c'est les élèves qui ne le sont jamais valorisés, à qui ça arrive ce genre de choses. Et se faire applaudir par la classe entière, bah, ça fait du bien. Sans doute. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre 6 mois. Enfin, mais on travaille vraiment sur du long terme. On n'a pas, avec certains, ça roule tout seul, avec d'autres, ça va être des doses homéopathiques de progrès, mais ce qui sera acquis, ça sera vraiment un truc, mais même pour leur estime d'eux, ça sera un truc super important. Même pour voilà, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et l'image qu'ils ont du prof, et l'image qu'ils ont de l'école, et de l'institution, et de la classe. Donc, c'est des gouttes d'eau minuscules qu'on met, mais elles sont tellement belles, ces gouttes d'eau, que c'est super enthousiasmant. Sans doute, mais alors, bon, tu as toujours les histoires de programmes qu'il faut boucler, qu'il faut ou s'en approcher au plus près. Et ça, bon, en laissant à chacun la possibilité d'avancer à son rythme, c'est pas acquis que tu vas terminer ce qu'on t'a demandé d'enseigner, quoi. Alors, le programme, on le finit. La classe adaptative, le programme, on le finit. Le programme, on le fait. Le programme, on le traite. La seule chose, c'est que les élèves vont avoir ce qu'ils auront appris du programme, ils l'auront vraiment appris. Et ceux qui sont capables, le prof, il aura traité tout le programme dans son année. La partie, le programme, c'est ce que le prof doit faire. L'élève, lui, il va avoir appris un certain nombre de choses et chacun aura avancé jusqu'à là où il pouvait avancer. C'est-à-dire que l'élève, comme tu fais de l'enseignement simultané, quand tu as fait ton premier chapitre, si tu as la moitié de la classe qui a acquis le chapitre et l'autre moitié qui ne l'a pas acquis, tu as fait le programme, mais tu as la moitié des élèves qui ne l'ont pas acquis. Donc on travaille sur ce qu'ils apprennent. Et donc là, je suis sûre, moi, à la fin de l'année, d'avoir traité mon programme. Ils auront tous entendu parler de tout. Ils l'auront tous entendu. Il y a un moment ou un autre, ils l'auront eu. Et ensuite, ils auront tous appris ce que j'avais mis au début comme étant le truc le plus important. Et ceux qui peuvent, ils auront appris la partie 2. Et ceux qui peuvent, ils auront appris la partie 3. Mais ils n'auront pas oublié les parties d'avant. Et ils vont tous avancer comme ça. Donc, et sans oublier ce qu'ils auront fait avant. Donc le programme, ils en auront entendu parler tous. Le prof, il finit son programme avec ce système-là, de façon certaine. Sauf que si c'est pas acquis, tu redonnes un contrôle pour essayer de... Je redonne le même contrôle à ceux qui n'ont pas encore acquis ce qui était avant. Oui. Et alors tu n'avances pas pendant ce temps-là. Mais si, puisque moi je continue d'avancer. Je continue avec les autres. Je continue d'avancer avec... Je continue à tous les faire avancer. La seule chose, c'est que je vais valider les élèves
sur le stade où ils en sont chacun. Moi, là j'en suis au 3e chapitre, donc ils ont tous entendu parler du chapitre 1, du chapitre 2, du chapitre 3. Mais il y en a un certain nombre d'élèves qui sont encore en train d'être validés sur le chapitre 1, mais on en est quand même au chapitre 3. C'est absolument pas antagoniste. Ça fonctionne complètement. Et puis, dans un mois, on commencera le chapitre 4. Tu peux pas Ils leur en donner auront des tous- tests sur le chapitre 3 si... Je leur donne pas, ceux qui sont au chapitre 1, je leur donne pas un test sur le chapitre 3. Ben oui, mais alors... Et pour le moment, ils sont encore sur leur test, oui, sur les savoir-faire du chapitre 1. oui. Mais le chapitre 3, on le travaille avec d'autres façons différentes, d'autres sortes de tests, où ils commencent là aussi à apprendre les bases de chaque chapitre. Donc en fait, ils auront eu accès aux connaissances de tous les chapitres. Et finalement, quand je te dis ils restent sur le contrôle du chapitre 1, c'est uniquement pour les contrôles des savoir-faire. Mais pour les savoirs, pour les connaissances, je les fais avancer tous de chapitre en chapitre. Pour les tâches complexes qui sont les travaux pratiques où on met en commun et où on les met ensemble et ils discutent et ils avancent ensemble, c'est aussi, ça suit aussi l'évolution des chapitres. Donc en fait, ils ont quand même balayé tout le programme. Mais ils n'ont pas tout validé. Non, mais est-ce qu'en simultané, ils valident tous non, tout? non, je suis d'accord, Voilà. je suis d'accord. Oui, Mais ce qu'ils ont validé, oui, c'est acquis. ils l'ont vraiment validé. Alors que quand tu es en simultané, non seulement ils ne valident pas tout le programme, et en plus, ceux qui ont validé certaines choses, quand on arrive à la fin de l'année, ils ont oublié ce qu'on avait fait en début d'année. Alors que là, on reprend sans arrêt. Quand je fais mon 3e chapitre, je reprends, il y a des TP qu'on fait qui étaient sur le 1er chapitre, et puis on fait des... Alors c'est compliqué, hein. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué dans à mettre au point. Alors, à mettre au point, non, parce que ça y est, c'est prévu, c'est programmé, finalement, à mettre au point, la mise au point, elle a été faite. Donc il faut prendre les outils et les utiliser. C'est compliqué pour les élèves parce qu'on leur demande de la gymnastique du cerveau, c'est-à-dire qu'on leur demande de travailler sur un sujet, mais de se rappeler du sujet d'avant et de se préparer au sujet d'après. Et eux, ils trouvent ça aussi difficile parce qu'on leur demande de réfléchir de façon un peu plus approfondie sur les différents sujets et pas seulement juste de parler du sujet où on est là en ce moment, maintenant, là, tout de suite, et puis qu'après, on pourrait l'oublier. Oui, tout ça, c'est l'idéal. Ouais, c'est un peu l'idéal. Et ben, il y a des façons d'aller vers l'idéal. D'accord, oui. Il y a un chemin pour y aller. Oui. Sans doute que ça mérite d'être travaillé, d'être essayé, d'être... Elle n'est pas convaincue. Hein. Elle n'est pas convaincue. Si, je suis convaincue, mais je suis... Elle est sceptique. Je suis, oui. Elle était sceptique sur la mise en œuvre. Oui, mais puis, et puis j'ai pas les moyens, parce que je suis plus dans le coup, d'essayer de mettre en œuvre. Bah oui. Bon. Mais bon, si tu regardes ce que j'ai fait sur les vidéos, Oui. tu vois des petites touches, et donc je vais en rajouter pour montrer comment c'est de façon pratique, c'est possible. Donc si tu regardes sur la chaîne YouTube Elisabeth Lyon, tu vois les vidéos de classe avec quelques explications qui montrent vraiment comment, en classe, on arrive à mettre en place ce genre de choses. On peut vraiment y arriver. Mais je suis d'accord, on ne se sort pas de... C'est quoi une carrière de prof? Combien d'années? Je sais pas. 37 ans, on ne se sort pas de 37 ans d'enseignement simultané comme ça, là, en disant « Ah ouais, tiens, je vais faire ça, je vais faire... Voilà, ouais. » Donc moi, je suis à 28 ans, je crois, quelque chose comme ça. Bon, ça m'a un peu vrillé le cerveau, c'est un peu compliqué
de se retourner complètement, mais c'est passionnant. Oui, C'est vraiment passionnant d'essayer. Je vois bien les écueils de ce qu'on fait dans l'enseignement simultané. Là. Je vois bien que c'est pas satisfaisant. Mais. Bah, écoute, il y a des gens qui ont cherché comment sortir de l'enseignement simultané pour essayer de faire autre chose. Moi, j'ai fait confiance à ces gens et je me suis dit, il faut aller voir ce que ça donne parce que sinon, effectivement, moi aussi, je faisais ma carrière entière en enseignement simultané et puis en essayant, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé plein de trucs, mais j'étais jamais complètement satisfaite. Pour le moment, j'avais pas. Alors là, je dis pas non plus que j'ai trouvé la recette miracle, parce que c'est pas non plus une recette miracle, mais je suis avec un groupe de profs qui est motivé dans le fait d'améliorer les outils qu'on a créés, qu'on a là ensemble, et d'améliorer le système et de trouver des façons de faire. Et je pense qu'on est vraiment en bonne voie. Vraiment en train en travaillant ensemble, et plusieurs matières simultanément, et plusieurs niveaux d'apprentissage simultanément, et en échangeant tous ensemble, c'est super enrichissant. Et dans cette Académie des profs heureux, il n'y a que des profs qui sont capables de payer pour faire leur boulot. C'est bien que c'est des gens qui sont un peu passionnés par et qui ont envie de se remettre en question. Et qui ont envie de trouver des solutions. Qui ont conscience des imperfections de ce qu'ils font. Oui, bien sûr. Oui. Et alors, l'inspection, les inspecteurs généraux, là, ou pas généraux, qu'est-ce qu'ils en disent Alors, est-ce que l'administration on va dire que ça dépend des inspecteurs. On prend ça en compte et ça dépend. S'intéresse à la chose ou pas? Oui, sans doute. Voilà. Les profs débutants qui débarquent et qui doivent se faire inspecter pour se faire valider leur démarrage, leur première année, etc. Ils essayent de présenter un petit peu le truc, ils voient si l'inspecteur est réticent ou pas, et en fonction de ce que l'inspecteur va laisser passer, on leur conseille de bien rentrer dans le moule et de bien faire de l'enseignement simultané. Enfin bon, voilà. Par contre, ça dépend beaucoup des inspecteurs, et il y en a qui sont très ouverts et qui trouvent les choses, les techniques très intéressantes. Et d'autres moins. C'est très difficile là pour le moment de faire une généralité. Mais je pense que ça va intéresser de plus en plus de monde. Oui. Mais finalement, oui, pour l'instant, il faut se payer sa formation. Il n'y a pas de formation proposée par l'éducation nationale dans ce sens-là. Ce n'est pas une formation éducation nationale. La formatrice ne voulait pas avoir la contrainte de l'éducation nationale qui va imposer un certain cadre, qui va imposer un certain nombre de choses qui ne lui auraient pas forcément convenu. Et donc pour le moment, la formation, c'est pas une formation qui est payée, payée par l'éducation nationale. Ouais. Mais enfin, oui, ça devrait quand même influencer. Alors c'est une formation qui a reçu déjà plusieurs certifications. Donc elle est reconnue, elle est Calliope ou je ne sais plus quoi. Enfin voilà, il y a France Compétences. Enfin il y a un certain nombre de certifications qui sont passées, qui sont obtenues. Ça pourra y venir. Pour le moment, elle n'y est pas encore. Pour le moment, c'est parce qu'on est volontaire, parce qu'on a envie de changer les choses. La petite phrase de Marie-Camille, c'est changer l'école, un prof à la fois.
Et ouais, c'est de l'homéopathie, mais c'est petite goutte par petite goutte, petite marche par petite marche, et puis ça peut se disséminer, ça peut avancer. Oui, normalement, oui, ça devrait avancer. Si les résultats sont positifs, si c'est probant, il n'y a pas de raison que ça ne s'impose pas. Mais donc c'est intéressant d'en parler, de faire connaître cette façon de travailler, d'en discuter, voilà, c'est intéressant de montrer ce qui se passe pour qu'un maximum de professeurs puissent avoir l'idée, l'envie, faire ses essais, voir ce qui marche pas, ce qu'il veut adapter pour avancer. Oui, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle à l'utilisation de ce genre de méthode. Enfin, je veux dire d'obstacle, je veux dire, ça ne demande pas davantage d'heures, de crédits, non, puisqu'on fait ça, puisqu'on le met en place avec les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Donc non, ça ne demande rien de plus que ce que l'éducation nationale peut nous donner et nous mettre à disposition. On fait avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a, on peut, mais il faut changer la forme, il faut changer la place du prof, il faut changer un certain nombre de choses dans les relations qu'on a et dans la façon de faire. Oui, c'est difficile de se remettre en question. Mais ça fait bouger les choses. Oui. Moi, je dois dire que je l'ai fait dans un cadre un peu particulier, en enseignant l'informatique. D'une part, parce que le public n'était pas dans la même situation qu'habituellement, c'est-à-dire que les niveaux étaient très différents et les niveaux pouvaient éventuellement me dépasser, ce qui en général sur les programmes habituels, enfin c'est pas le cas. Donc il y a ça, et puis le cadre était différent aussi. Justement, il y a eu une certaine liberté dans les méthodes parce que c'était une option, donc pas considérée comme la base de l'enseignement. Donc ça, c'est sûr que ça remet en cause en particulier la position du prof par rapport aux élèves. Mais bon, ça n'était que sur un domaine partiel, que sur cette option. Mais c'est là qu'on essaye de l'élargir au reste des cours et des disciplines, parce que tu dis, sur ta discipline, en général, tu avais plus de connaissances que la plupart de tes élèves, ce qui est assez logique. Mais moi, je vois bien sur certains points très précis de ma discipline. Ça m'est arrivé de parler de poissons dans un exemple, un exercice, etc. J'avais un gamin qui était pêcheur dans la classe. En fait, il en savait bien plus que moi. Et puis, tu en as d'autres qui n'ont jamais vu un poisson, pour qui le poisson, c'est un truc carré dans l'assiette, et qui ne savent pas ce que c'est. Ça, j'en connais aussi. Donc, il faut que le cours que tu proposes, il puisse s'adapter à tout ce panel-là. Donc, finalement, c'est la même chose que ce que tu évoques dans le domaine de l'informatique, où il y en a qui nous dépassent complètement, et puis il y en a qui sont complètement à la ramasse. Et il faut bien que ce qu'on leur propose permette à tous d'avancer. C'est-à-dire que celui qui nous dépasse, il faut quand même qu'il puisse avancer. Moi, je vois là, dans mes sixièmes, il y en a qui sont là passionnés par justement l'espace, les planètes. J'en ai un qui est passionné par les cristaux, les minéraux, les trucs. J'avais une gamine qui avait une ferme. Et dans sa ferme, elle avait un petit veau.
Et elle était capable de m'expliquer que le crâne de vache que j'avais dans ma classe, je disais il a plus de dents là sur le devant parce que ça a dû tomber, ça a dû être cassé. La gamine a été capable de me dire mais non mais c'est normal parce que s'ils ont des dents là, quand ils têtent leur mère, ça va couper le pis. Ils ont jamais de dents à cet endroit-là les vaches. Et on dit, ah bon. Donc elle m'a appris des trucs. Donc il faut être capable aussi effectivement de faire un cours où on prendra les informations de ceux qui en savent plus et où on en apportera à ceux qui en savent moins. Mais dans ce cas-là, on change, comme tu viens de le dire, on change la position du prof dans la classe. En fait, le prof, il peut aussi être en train d'apprendre avec les élèves. Il met à disposition et chacun vient piocher. Ce n'est plus le prof qui distribue la bonne parole dans son amphithéâtre et qui fait son cours magistral. Tout le monde pareil, au même rythme. Et tout le monde doit apprendre la même chose au même rythme. Et sachant qu'ils ne connaissent pas la même chose. Ils sont pas tous au même niveau. Il y en a qui connaissent des trucs, il y en a qui ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas avancer au même rythme.